L'homme le plus effrayant de la Seconde Guerre mondiale. Avertissement difficile à digérer. Le lieutenant-colonel Blair Paddy Mayne n'était pas seulement un soldat, c'était un bagarreur, un tueur, une légende. Craint non pas pour le nombre d'hommes qu'il tua, mais pour la façon dont il le fit. Edward Henry Blair Mayne naquit le 11 janvier 1915 à Newtownards, une ville du comté de Down, Irlande du Nord. Sa famille vivait dans le confort. Son père, William Mayne, était un avocat prospère, connu dans les cercles juridiques pour sa discipline et son esprit vif. Sa mère, Margaret Mayne, était plus silencieuse mais ferme, élevant 6 enfants avec des valeurs strictes. Paddy, le plus jeune fils, se distingua tôt, non pas pour ses études ou ses manières, mais pour sa force physique et son comportement imprévisible. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Il ne reculait pas devant la confrontation et ne suivait jamais tranquillement. Il défiait tout, même l'autorité. La famille espérait qu'il deviendrait un homme calme et respectable comme son père. Mais Paddy avait des instincts différents. Au moment où il arriva au lycée, sa taille était déjà intimidante. Les enseignants peinaient à le contrôler. Il ignorait souvent les règles et repoussait les limites. Il ne se souciait pas de s'intégrer. Ce qui attira l'attention de tous fut son obsession pour l'extérieur. Il passait des heures seul avec des fusils, traquant des cerfs à travers les collines irlandaises, ou luttant contre des garçons 2 fois plus lourds que lui juste pour le frisson. Ses frères aînés tentèrent de le guider, mais même eux ne pouvaient égaler son agressivité. Paddy n'était pas seulement fort, il aimait utiliser cette force. Il n'était pas un tyran, mais quand il était provoqué, il explosait avec une violence soudaine. Les enseignants craignaient que s'il ne trouvait pas la discipline, sa colère ne spirale. Il s'inscrivit à l'université Queen's de Belfast, suivant les traces de son père pour étudier le droit, mais les amphithéâtres lui importaient peu, ce qui le captivait vraiment était le sport, en particulier le rugby et la boxe. Sur le terrain de rugby, c'était une bête, sa pure force laissait les adversaires essoufflés et meurtris. En 1936, il gagna une place dans la tournée des British and Irish Lions en Afrique du Sud, un honneur rare pour quelqu'un de si jeune. C'était une tournée brutale, jeu dur, plaquage violent et pression physique interminable. Paddy prospéra. Il n'était pas seulement bon, il était craint. Les fans l'acclamaient, mais les coéquipiers gardaient leur distance. Son tempérament était volcanique. Il se heurtait à l'autorité, était en désaccord avec la direction et se battait physiquement avec sa propre équipe. Lors d'une dispute houleuse, il frappa célèbrement un autre joueur jusqu'à l'inconscience. Les entraîneurs envisagèrent de le renvoyer chez lui plus tôt. Quand la tournée se termina, Mayne retourna à Belfast avec une réputation à la fois d'étoile montante et de problème. Il continua la boxe à un haut niveau, connu pour sa puissance brute et ses uppercuts vicieux. Sur le ring, il se battait sans hésitation, chaque coup avait une intention. Mais son avenir était incertain. Le droit n'était pas une passion, et les sports ne pouvaient contenir sa colère. Ceux qui le connaissaient sentaient qu'il vacillait entre le succès et la destruction. Puis vint 1939, quand l'Allemagne envahit la Pologne et que la Grande-Bretagne entra dans la Seconde Guerre mondiale, les journaux annoncèrent la guerre. Pour beaucoup de jeunes hommes, c'était terrifiant. Pour Paddy Mayne, ce fut un moment de clarté. Le monde avait besoin de guerriers, et enfin, il avait une raison de libérer ce qui avait toujours brûlé en lui. Il n'hésita pas et s'engagea dans l'artillerie royale, la branche traditionnelle pour les hommes éduqués comme lui. Mais la structure, la routine et le type de guerre à distance ne lui convenaient pas. Il était agité, démangeait de se rapprocher de l'action. Cette agitation le mena à se porter volontaire pour le nouvellement formé numéro 11, Scottish Commando, l'une des premières tentatives de la Grande-Bretagne de créer des forces de raid d'élite à mouvement rapide. L'entraînement était punissant, avec des immersions en eau froide, des marches en montagne et des exercices de combat au corps à corps qui laissaient les hommes sanglants. Mais Mayne ne fit pas que survivre, il prospéra. Le défi physique correspondait à sa force, et la violence correspondait à ses instincts. Les commandos étaient chargés de frapper les positions contrôlées par les Allemands le long de la côte européenne. Raids rapides destinés à perturber, confondre et endommager le moral ennemi. En mars 1941, Mayne prit part à l'opération Claymore, ciblant les installations pétrolières allemandes et les usines de transformation de poissons dans les îles Lofoten de Norvège. Le raid fut un succès. L'équipement fut détruit, les troupes allemandes capturées et les renseignements récupérés. Ce fut le premier vrai goût de combat de Mayne. Le vent froid déchirait leurs visages et les balles allemandes déchiraient la neige. Mais il se déplaça avec une agression calme, tirant avec précision,
n'hésitant jamais. Après cependant, tandis que d'autres célébraient, Mayne ne sembla pas impressionné. Il n'était pas venu pour jouer petit, il voulait être profondément en territoire ennemi, il voulait une guerre qui testerait tout à l'intérieur de lui. Plus tard cette année-là, de retour en Afrique du Nord, il croisa la route de David Stirling, un officier grand et confiant avec une nouvelle idée. Stirling avait une vision pour une unité qui changerait la façon dont la guerre était menée. Petit groupe d'hommes impitoyables largués profondément derrière les lignes ennemies pour causer un maximum de destruction. Pas d'attente d'ordre, pas de faire la queue, juste entrer, frapper et disparaître. Stirling cherchait des hommes qui pouvaient gérer une indépendance complète, des hommes qui ne craquaient pas sous la pression. On l'avertit que Mayne était incontrôlable, trop violent, trop imprévisible. Mais Stirling ne s'en souciait pas. Il vit quelque chose d'utile dans cette imprévisibilité. Mayne rejoignit l'unité expérimentale de Stirling, le Special Air Service, le SAS. À l'époque, ce n'était guère plus qu'un nom et une idée. Mais avec Mayne à bord, cela allait devenir quelque chose de terrifiant. Il n'était pas juste un autre recrue. Il devint l'un de ses architectes les plus mortels. La campagne d'Afrique du Nord était brutale, à mouvement rapide et remplie d'incertitudes. Les vastes déserts de Libye et d'Égypte devinrent la scène de l'une des batailles les plus imprévisibles de la Seconde Guerre mondiale. Les forces britanniques, étirées et subissant de lourdes pertes, étaient constamment déjouées par Erwin Rommel, le général allemand connu pour ses attaques à la vitesse de l'éclair. Les règles habituelles de la guerre ne marchaient pas ici. Ce qui était nécessaire étaient des combattants qui pouvaient opérer dans l'ombre, loin des lignes de front. Des combattants comme Mayne. Une fois déployé avec le SAS dans le désert, Mayne s'adapta rapidement au terrain. Il mémorisa les routes de patrouille ennemies, étudia la disposition des aérodromes allemands et apprit à se déplacer silencieusement à travers les tempêtes de sable et les nuits éclairées par la lune. Ses raids étaient toujours calculés. Il étudiait sa cible pendant des heures, parfois des jours, avant de bouger. Il opérait avec une concentration totale, utilisant le silence naturel du désert à son avantage. Son raid le plus célèbre eut lieu en décembre 1941, près de Wadi Tamet, où lui et une petite équipe infiltrèrent un aérodrome lourdement gardé. Ils ne portaient pas d'armes, seulement des couteaux, grenades et petits paquets d'explosifs. Mayne plaça personnellement des charges sous les avions, un par un, avec une main ferme et sans peur. Quand le soleil se leva, 24 avions allemands étaient en flammes, leurs débris tordus jonchant le sable. Le style de Mayne était impitoyable mais efficace. Il ne tolérait pas l'hésitation. Il s'attendait à ce que chaque homme se déplace comme une ombre. Si quelqu'un paniquait ou faisait du bruit, il les corrigeait sur place. Parfois avec un coup de poing, parfois en les coupant de la mission. Il n'éliminait pas seulement les avions ou les fournitures, il brisait la confiance de l'ennemi. Les pilotes allemands commencèrent à dormir avec des pistolets sous leurs oreillers, terrifiés des tueurs silencieux qui venaient avec le vent. Le désert, autrefois leur bastion, commença à ressembler à un piège. Au fil du temps, Mayne développa des techniques entièrement nouvelles pour la guerre du désert. Il abandonna les grands convois et opta pour des jeeps dépouillés, à mouvement rapide et légèrement armés. Il commença à utiliser des feux de diversion pour attirer les troupes ennemies avant de frapper la vraie cible. Ce n'étaient pas juste des décisions de champ de bataille. Elles devinrent la fondation de comment les forces spéciales opèrent encore aujourd'hui. Il transforme le chaos du désert en armes. Au moment où 1943 arriva, Paddy Mayne n'était plus juste l'un des meilleurs hommes de Stirling. Il était la force motrice du SAS. Quand Stirling fut capturé par les forces de l'Axe en Tunisie, le SAS avait besoin de plus qu'un nouveau leader. Ils avaient besoin de quelqu'un d'impitoyable, implacable et intrépide. Paddy Mayne intervint sans hésitation. Il ne fit pas de discours. Il ne s'assit pas derrière des cartes. Il mena de front. Chaque mission qu'il toucha devint plus brutale, plus audacieuse et plus personnelle. En Sicile, la guerre avait évolué. Le paysage était rude, les Allemands étaient désespérés et le SAS était devenu un scalpel en territoire ennemi. L'unité de Mayne glissa à travers les ombres, coupa les lignes de communication, sabota les convois ennemis et frappa les avant-postes allemands à la vitesse de l'éclair. Lors d'un raid, ils détruisirent plusieurs chars, détruisirent des postes radio et tuèrent près de 80 soldats en silence total. Les Allemands ne savaient pas ce qui les frappait. Les corps furent trouvés dans des fossés, l'équipement détruit, les chars brûlant dans la nuit. Et les Britanniques étaient déjà partis. Mais ce n'était pas juste de la stratégie.
La violence de Maine était primitive. On dit qu'il tua une fois un officier allemand en utilisant de propres casques de l'homme. Traumatisme par force contondante. Et le visage de l'homme s'enfonça. Un autre soldat ennemi fut trouvé étranglé à mort, les yeux arrachés à main nue. Il n'y avait pas de preuves, pas de témoins, juste le silence et les murmures. Certains disaient que Maine l'avait fait lui-même, d'autres disaient que ces hommes avaient commencé à suivre son exemple. Froid, efficace, impitoyable. Il haïssait la cruauté, en particulier ce que les nazis avaient fait aux civils et prisonniers. Mais quand il s'agissait de soldats allemands, il ne croyait pas en la pitié. Il n'était pas là pour prendre des prisonniers, il était là pour terminer le combat, rapidement et violemment. Lors d'une embuscade en Italie continentale, Maine conduisit une Jeep directement dans un camp allemand seul. Une main sur le volant, l'autre tirant avec une mitrailleuse montée. Il lança des grenades dans les tentes, mitrailla les bunkers et continua à conduire jusqu'à ce que tout le camp soit en flammes. Quand les renforts arrivèrent, les tirs avaient cessé. L'ennemi était mort. Tous. Chaque raid qu'il mena laissa derrière lui une traînée d'acier tordu et de terre imbibée de sang. Les rapports de mission ne racontaient pas toute l'histoire. Ils parlaient d'objectifs neutralisés et de pertes minimales, mais la vérité était plus sombre. Où que Maine alla, le champ de bataille ressemblait plus à un massacre. Et juste quand les Allemands pensaient que cela ne pouvait pas empirer, vint l'invasion de la France. Et Maine menait encore une fois depuis les ombres. 6 juin 1944, jour J. Tandis que les forces alliées prenaient d'assaut les plages de Normandie sous le feu allemand foudroyant, le SAS avait déjà glissé derrière les lignes ennemies. Largués dans l'obscurité depuis des avions volant bas, ils atterrirent dispersés, désorientés et profondément en territoire allemand. Pas de soutien, pas de filet de sécurité. Leur mission était de détruire tout ce dont l'ennemi avait besoin pour se battre, avant que cela n'atteigne jamais le champ de bataille. Maine frappa le sol durement, mais ne perdit pas une seconde. Ces hommes se regroupèrent rapidement, se déplaçant à travers le bocage comme des fantômes. Ils placèrent des charges sur des ponts clés et des voies ferrées, arrêtant des lignes d'approvisionnement entières. Les trains allemands déraillèrent dans des gerbes d'étincelles et de feu. Les convois de carburant explosèrent en colonnes noires de fumée. Chaque explosion poussa la ligne de front allemande plus près du chaos. À un moment, l'unité de Maine intercepta une colonne de véhicules blindés se déplaçant sous couvert de nuit. Ils avaient miné la route des heures auparavant. Quand le camion de tête explosa, cela déclencha une réaction en chaîne qui envoya les chars basculer sur le côté dans les fossés. Les survivants tentèrent de s'échapper, certains en feu, certains criant de panique. Maine marcha parmi les débris et tira sur chacun. Il n'y eut pas de cris, pas de pitié, juste le rythme net d'une arme faisant son travail. Dans la campagne près de Caen, les renseignements pointèrent vers un hub de communication allemand déguisé en Ferne. Le SAS s'infiltra sous le couvert du brouillard matinal. Maine mena lui-même l'assaut, faisant irruption par l'avant avec son Thompson levé. À l'intérieur, ce fut brutal. Un soldat fut battu à mort avec la crosse d'un fusil. Un autre eut sa tête frappée contre un bureau jusqu'à ce que le bois craque. Les autres n'eurent jamais la chance de crier. Une fois le bâtiment nettoyé, Maine le piégea avec des explosifs. Minutes plus tard, ce n'était rien d'autre que du bois brisé et de la fumée s'élevant dans le ciel gris. Mais le moment le plus impitoyable vint dans un village juste à l'extérieur de Saint-Lô. Un détachement allemand avait pris le contrôle de la mairie et l'avait transformé en poste de commandement local. Les civils étaient utilisés comme boucliers humains, certains torturés pour l'information, d'autres exécutés pour défi. Les habitants supplièrent de l'aide. Maine n'hésita pas. Sous le couvert de la nuit, son équipe encercla le bâtiment. Ils scellèrent les portes, puis sans un mot, ils allumèrent la structure du sol vers le haut. Des cris résonnèrent dans les rues alors que le feu prit. Certains soldats tentèrent de sauter par les fenêtres pour s'échapper. Ils n'allèrent pas loin. Maine les abattit à découvert, méthodique et impassible. Dans les jours qui suivirent, un officier allemand capturé dit aux interrogateurs alliés que Maine avait l'air d'être né pour la guerre. Il se déplaçait à travers les débris brûlants comme si ce n'était rien, comme si le feu ne le touchait même pas. Ses bottes avaient été roussies rouges par la chaleur. Mais derrière le meurtre, derrière la discipline, quelque chose de plus sombre grandissait. Maine avait toujours porté des fantômes d'Afrique du Nord, mais en Normandie, ils se multiplièrent. Les haines n'étaient pas seulement trempées de sang, elles puaient la pourriture. Les mortes étaient laissées pendues aux arbres, fourrées dans des caves ou enterrées vivants sous les décombres. Des villages entiers furent réduits en cendres, et les cris ne s'arrêtèrent pas quand les tirs cessèrent. Et pourtant,
Maine ne s'arrêta jamais de bouger. Il ne demandait pas de pause, il ne parlait pas de ce qu'il voyait. Mais ces hommes remarquèrent les changements, incluant de longs silences, une consommation d'alcool plus lourde et des éclairs soudains de rage. Il commença à se réveiller au milieu de la nuit, attrapant son arme de poing, le cœur battant. Mais le matin suivant, il était de retour en uniforme, les yeux vifs, fusil chargé. La guerre ne l'avait pas brisé. Pas encore. Mais cela s'approchait. Au début de 1945, l'Allemagne s'effondrait. Les villes brûlaient. La Wehrmacht battait en retraite. Mais pour Maine, la mission ne changea pas. Tuer l'ennemi, démanteler ce qui restait, et ne rien laisser derrière. Le SAS se déplaça rapidement à travers les villes brisées et les forêts gelées, ciblant les lignes d'approvisionnement, les dépôts de munitions et les restes fuyards de la SS. En avril, ils prirent d'assaut une caserne lourdement gardée près de la Ruhr. Les renseignements l'avaient marqué comme un point de regroupement pour les officiers de haut rang. Maine mena l'assaut à l'aube. Le combat dura moins d'une demi-heure. Quand ce fut fini, plus de 100 soldats allemands étaient morts, la plupart tués avant même de pouvoir riposter. Des trous de balles couvraient les murs. Les éclats de grenades déchirèrent les uniformes. Maine se déplaça à travers les débris vérifiant les corps, s'assurant qu'aucun ne se relevait. Au sous-sol, il trouva le commandant de l'unité se terrant derrière des barils. Selon un de ses hommes, Maine ne parla pas. Il traîna l'officier dans la lumière et le battit avec la crosse de son Lee Enfield jusqu'à ce que le crâne de l'homme s'enfonce. Aucune hésitation, aucune pause. Juste une justice brute, livrée en secondes. Dans un cas, ils interceptèrent un convoi SS en fuite. Au lieu d'engager à distance, Maine ordonna une embuscade à pleine vitesse. Les camions se renversèrent, les pneus explosèrent et les survivants furent abattus alors qu'ils tentaient de ramper pour s'échapper. Aucun n'échappa. Les papiers d'identité furent brûlés, les armes furent empilées et incendiées. Toute trace du convoi disparut. À travers l'Allemagne, sa signature était la même. Vitesse, brutalité, silence. Les usines furent câblées avec des explosifs et réduites en décombres. Les aérodromes furent attaqués et dépouillés de tout ce qui était utile avant d'être détruits. Maine supervisa personnellement la démolition des hangars d'avions remplis de carburant et de munitions. Les explosions résultantes pouvaient être vues à des kilomètres. À la fin de la guerre, il avait détruit plus de 130 avions ennemis, un au sol, certains en pleine opération. Mai 1945, la guerre était enfin terminée, l'Allemagne nazie capitula. Mais Maine ne célébra pas, il ne sourit pas. Il s'éloigna des lignes de front avec plus de 30 missions confirmées, des dizaines d'embuscades, des centaines de morts confirmées et une réputation qui rendait même ses propres hommes nerveux. Mais les victoires ont un coût. Des années de sang et de feu avaient arraché quelque chose de lui. Il ne parlait pas de ce qu'il avait vu. Il n'avait pas à le faire. Tout était là, écrit dans son silence, dans la façon dont il regardait à travers les gens au lieu de les regarder. Pour lui, la guerre était terminée. Mais le silence du champ de bataille ne lui apporta pas la paix. Il ne fit que rendre le bruit intérieur plus fort. Maine retourna en Irlande du Nord avec des médailles sur la poitrine et des fantômes dans la tête. Il fut décoré de l'ordre du service distingué 3 fois, un honneur presque inouï. Ses hommes le voyaient comme un dieu de la guerre. Mais dans la vie civile, cela ne signifiait rien. Il eut du mal à s'adapter. Il essaya de rejoindre la société, mais c'était comme essayer de respirer sous l'eau. Le droit avait été autrefois sa voie, mais maintenant les tribunaux et la paperasserie semblaient sans signification. Il dériva, essaya les affaires. Cela échoua aussi. L'alcool devint sa routine. Les bagarres devinrent son langage. Il s'emportait dans les pubs sans raison, assommant des hommes comme s'ils étaient des soldats ennemis. Et quand il n'était pas violent, il était silencieux. Les gens proches de lui disaient qu'il s'asseyait pendant des heures au même endroit, perdu dans ses pensées, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ses lèvres bougeaient parfois, chuchotant des noms. Des noms d'amis enterrés en terre étrangère. Les cauchemars ne s'arrêtèrent jamais. Chaque nuit était un champ de bataille. Cris, explosions, feu. Il ne pouvait pas y échapper, pas même dans le sommeil. Certains matins, il se réveillait trempé de sueur, ses mains serrées, les ongles enfoncés dans ses paumes. Et pourtant, personne autour de lui ne savait comment l'aider. Le trouble de stress post-traumatique n'était pas quelque chose que les gens comprenaient. C'était juste appelé « choc des obus », et on s'attendait à ce que vous vous en remettiez. Il s'isola. Il arrêta de parler à la plupart des gens. Le 14 décembre 1955,
Il mourut après avoir percuté sa voiture contre un réverbère aux premières heures du matin. Il était seul. Il n'y avait aucune trace de freinage sur la route, aucun signe qu'il ait essayé de freiner. Officiellement, ce fut déclaré comme un accident. Mais pour ceux qui le connaissaient le mieux, cela ressemblait plutôt à un homme qui cédait finalement. Un homme qui avait trop vu et portait trop de fantômes. Il n'avait que 40 ans. Et d'une certaine façon, la guerre ne se termina jamais vraiment pour lui.